Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours B8 sur les enzymes acteurs du métabolisme. En introduction, nous allons commencer par définir ce que sont les enzymes. Alors les enzymes, fonctionnellement, ce sont des biocatalyseurs. Donc des catalyseurs, c'est comme en chimie, ce sont des molécules qui vont abaisser l'énergie d'activation. Alors expliquons ceci à travers un exemple de l'hydrolyse d'une liaison peptidique. Donc là, j'ai une liaison peptidique, j'ai donc un acide aminé ici avec son N, et puis il est lié à un autre acide aminé avec son C, la liaison peptidique, elle est ici. Quand il y a hydrolyse de la liaison peptidique par l'eau, donc sans l'enzyme, il se passe un mécanisme réactionnel que l'on voit en chimie. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe que l'eau qui est ici, elle va venir attaquer via ces électrons ici le carbone situé à cet endroit-là. On représente en chimie organique, vous verrez ça avec le cours de chimie, de la façon suivante avec des flèches, donc l'attaque des électrons sur ce carbone. Alors cette attaque par l'eau, elle se fait, mais elle n'est pas si facile que ça, c'est ce qui est représenté ici. Elle a lieu. Quand elle a lieu, donc la liaison se fait ici, le carbone ne suit plus la règle de l'octet, donc en fait ce qui se passe c'est que les électrons ici ils vont venir sur l'oxygène qui va du coup être chargé moins, et là le O qui est du coup chargé plus, et bien ici les électrons vont venir sur l'oxygène, faire un doublet, et le H+ va être libéré. J'obtiens ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel, qui est ce composé ici. Donc ça c'est assez logique en fait quand je passe de là à là, pour respecter la règle de l'octet, que je fasse ce mécanisme là. Une fois que ça s'est obtenu, alors ce mécanisme, il est assez instable, nous disent les chimistes, parce que c'est un tétraèdre à cet endroit-là par rapport à ici, et parce qu'il a une charge négative. Donc très très vite, ce composé, en fait, il a une durée de vie très faible, et il va donc soit redonner ce qui est à gauche, soit il va donner ce qui est à droite, à savoir donc la réaction de l'hydrolyse de la liaison peptidique, que je fais ici. Donc le doublet qui est ici va venir prendre le H pour donner NH, ça y est, j'ai mon premier acide aminé. Et puis ensuite, ici le N étant chargé plus, donc les deux électrons ici vont passer sur le N, lui va passer ici, le C suit la règle de l'octet, etc. Donc là, j'ai fait un mécanisme réactionnel qui a lieu quand on fait les cours de chimie. Donc je suis passé du début à la fin. J'ai fait l'hydrolyse de la liaison peptidique. Quand je fais ceci, c'était quoi l'intérêt pour nous? L'intérêt, c'était de montrer qu'il y a un intermédiaire et que cet intermédiaire, il est assez dur à obtenir et en plus, il est assez instable. Ça veut dire que ces composés, le composé 1, le composé B' et les composés D, je peux les placer ici sur un diagramme où je représente leur niveau énergétique et donc je passe donc du A du début à l'intermédiaire réactionnel au composé D, les deux acides aminés en question, selon ce chemin réactionnel. C'est comme ça qu'on fait en chimie. Et donc, je vois que plus je suis vers le haut, plus en fait le niveau énergétique de l'ensemble de molécules, ici la molécule B', est élevé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Plus c'est grand, en fait, plus c'est difficile de passer par cet état pour ensuite faire la réaction. Les enzymes, elles vont jouer là-dessus. Les enzymes, elles vont jouer sur l'énergie d'activation. Elles vont abaisser l'énergie d'activation. C'est ce qui est représenté sur cette courbe qui est ici. Ça, c'est la courbe de la réaction que moi je viens de faire à l'instant. Et quand il y aura l'enzyme, on verra, l'enzyme, elle va abaisser. Elle va permettre de passer par des intermédiaires qui ont un niveau énergétique plus petit. Et ça va permettre d'accélérer la réaction. Plus EA il est grand, plus la cinétique elle est petite. Là, je fais de la cinétique. Je ne fais surtout pas de la thermodynamique. Thermodynamique, c'est quand je parle de endergonique et hexagonique, quand je parle de delta Rg. Ça, c'est autre chose. Les enzymes n'affectent pas le delta Rg. Le delta Rg, il reste identique, qui est l'enzyme ou qui n'est pas l'enzyme. Par contre, les enzymes vont abaisser l'énergie d'activation. Donc ça, c'était la définition des chimistes d'un catalyseur, en fait. Les enzymes, maintenant, on peut aussi les définir d'un point de vue biochimique. Alors biochimiquement, on parle de biocatalyseurs parce que les enzymes, ce sont des biomolécules. Alors souvent, il s'agit de protéines, c'est la majorité des cas, même s'il y a quelques contre-exemples, comme par exemple l'ARN R28S qu'on avait vu dans le cours sur la synthèse protéique, où c'est un ARN ribosomial qui fait la réaction de la synthèse protéique. Alors ces protéines, elles ont une chaîne ou plusieurs chaînes, ça va dépendre, et très souvent, elles possèdent un groupe non protéique qu'on appelle un cofacteur. Alors ce cofacteur, il est absolument nécessaire au fonctionnement de l'enzyme. Le cofacteur, par exemple, de cette enzyme-là qui s'appelle la G3P déshydrogénase, ça c'est protéique, et là il y a une petite portion qui est un dinucléotide, le NAD, c'est bien un cofacteur. Dans d'autres exemples, par exemple dans la chaîne respiratoire, il y a des composés protéiques qui possèdent des groupements avec du fer et du soufre qui ne sont pas protéiques, ce sont bien des cofacteurs. Alors les cofacteurs, soit ils sont minéraux, sans CLI-ADC et ADH, par exemple ici, ça c'est un cofacteur minéral, soit les cofacteurs ils sont organiques. NAD, c'est un dinucléotide, c'est bien une molécule organique. Quand les cofacteurs sont organiques, on parle de coenzymes.
Et ces coenzymes, soit ils restent liés définitivement par une liaison covalente à l'enzyme en question, on parlera de groupe prosthétique, soit le coenzyme est lié par liaison faible et peut se détacher de l'enzyme et revenir. On parlera de coenzyme mobile. Dans les cours précédents, nous avons vu des exemples de coenzymes mobiles très importants dans le métabolisme. On en avait vu 3, le NAD, le FAD et le coenzyme A. Alors revoyons ça vite fait. Donc le NAD, c'est un coenzyme très important, c'est un dinucléotide qui est ici, qui existe sous 2 formes. La première forme, c'est la forme oxydée, on l'appelle NAD+, et ce NAD+, peut gagner 2 électrons, et 2 H+, mais c'est les électrons qui m'intéressent, pour donner le NADH, H+, qui est la forme réduite. Ça, c'est le coenzyme NAD qui peut faire ça sous ces 2 formes. Dans la cellule, lors de la respiration ou lors de la photosynthèse, même s'il ne s'appellera pas NAD, mais il s'appellera NADP, mais ça ne change rien en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à certains endroits, il y a des oxydations. Par exemple, l'enzyme 1 ici, elle fait l'oxydation du composé A. Donc elle récupère des électrons, et en fait c'est son coenzyme mobile, qui est NAD+, qui va récupérer ces électrons. NAD+, il est là. Il prend les électrons, il s'en transforme en NADHH+, et ce NADHH+, peut se détacher de l'enzyme 1 et se greffer à une enzyme numéro 2. L'enzyme numéro 2, elle réduit un autre composé, le composé B ici. C'est NADHH+, qui va donner les électrons pour faire cette réaction. Maintenant, le NADHH+, est sous forme NAD+, il va pouvoir se détacher de l'enzyme 2 et revenir sur l'enzyme 1. Ça veut dire que, bilan, le NAD, il est capable de transférer des électrons d'un composé A à un composé B, en finalement allant sur l'enzyme 1, puis allant sur l'enzyme 2, sous la forme réduite ou sous la forme oxydée. Ça, c'est le rôle du NAD dans la respiration et dans la photosynthèse. Concrètement, nous, par exemple, dans les réactions de la glycolyse qu'on avait pu voir dans le cours B5, on a un exemple, c'est le G3P. Il est oxydé en APG1,3-phosphate, peu importe, en ce composé-là, par l'enzyme qui est la G3P déshydrogénase, qu'on a même pu voir lors de l'introduction de ce cours. Donc ça, c'est un exemple parmi les différentes enzymes qui interviennent. Là, c'est une enzyme ici de la respiration, une enzyme de la glycolyse, première étape de la respiration. Le FAD, il fait exactement la même chose. Le FAD, vous avez vu, il peut donc prendre des électrons, être sous forme réduite, puis ensuite les amener à l'enzyme numéro 2. FAD, vous avez vu la réaction, c'est le même principe. FAD plus 2 électrons donne FADH2. Donc lui, il fait la même chose. Le FAD, il intervient, alors un petit peu moins que le NAD, mais par exemple, il intervient lors de la chaîne respiratoire, quand on fera la respiration au niveau de la mitochondrie. Troisième exemple de coenzyme mobile, le coenzyme A, qu'on avait vu aussi dans le cours sur les nucléotides. Là, on voit bien que c'est un nucléotide, c'est l'équivalent d'un ADP avec un phosphate, une longue chaîne un petit peu sans intérêt et un SH au bout. D'ailleurs, on l'appelle souvent HS coenzyme A pour matérialiser le groupement intéressant ici. Alors ce coenzyme A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer des groupements acyles, notamment des groupements acétyles. Acétyl, c'est CH3CO. Il va transférer donc des groupements. Alors par exemple, dans mon exemple de la respiration, lorsqu'il y a la respiration à partir du glucose, le glucose, il peut donner du pyruvate, le pyruvate lors de la glycolyse, et le pyruvate, il peut subir l'action d'une enzyme qui va couper à cet endroit-là, libérer le CO2, et le groupement acétyl, CH3CO, il va être greffé à un coenzyme A. À cet endroit-là, c'est greffé. Donc maintenant, il est greffé par une liaison thioester, et ce coenzyme A, il va se détacher de cette enzyme, il va rejoindre une autre enzyme, qui est la première enzyme du cycle de Krebs, et il va déposer cet acétyl, ces 2 carbones qui sont là, sur un composé qui a 4 carbones, qui s'appelle l'oxaloacétate, peu importe. Et maintenant, j'obtiens un composé qui a 6 carbones. Là, j'ai fait le début du cycle de Krebs. Ensuite, le citrate va être décarboxylé, redécarboxylé, pour redonner à terme l'oxaloacétate, c'est le fameux cycle de Krebs. Il y a plein d'autres choses qui se passent ici, mais moi, je zoome ici sur le groupement acétyl. Le coenzyme A, du coup, n'a plus son groupement acétyl, il va se détacher de l'enzyme 1, revenir ici, récupérer l'acétyl, etc. Donc c'est comme tout à l'heure. Ça veut dire que le coenzyme A, il va transférer, alors pas des électrons ici, mais des groupements acétyl d'un endroit à un autre. On peut représenter ça sous cette forme. Coenzyme A, récupère l'acétyl, se transforme en acétylcoenzyme A, et puis ensuite il peut redonner son acétyl ici pour redonner l'HS coenzyme A. Dernière chose dans cette introduction sur les enzymes, donc les enzymes elles sont très spécifiques. C'est un petit peu différent des catalyseurs chimiques qui des fois ont un spectre large. Les enzymes ont une spécificité de substrat, donc chaque enzyme
donc utilise un substrat en particulier. Par exemple, la saccharase, elle va couper le saccharose, mais elle ne va pas couper le maltose, elle ne va pas couper le lactose, même si ils se ressemblent, là, ce sont des dioses, quoi. Et en plus, les enzymes ont une spécificité d'action. Une enzyme donnée, pour un substrat, va faire, par exemple, elle va faire cette action, alors que elle va faire pour le même substrat une autre action. D'ailleurs, cette spécificité d'action et de substrat, cette double spécificité, ça permet de nommer les enzymes. Les enzymes, effectivement, sont nommées d'après leur substrat, d'après leur action, en mettant ase au bout. Par exemple, l'enzyme glycogène phosphorylase kinase est une enzyme parce qu'elle se finit par ase. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait donc une phosphorylation, elle rajoute un phosphate, ça veut dire ça une kinase, c'est son action. Et quel est son substrat? Son substrat, c'est la glycogène phosphorylase, qui est elle-même d'ailleurs une enzyme, puisqu'elle se finit par ase. Son substrat, c'est une enzyme qui fait quoi? Qui phosphoryle, et qui phosphoryle quel substrat? Le glycogène. Alors cette spécificité de substrat et d'action peut ne pas être absolue. Il y a des contre-exemples, par exemple la rubisco, elle peut faire deux actions, elle peut être carboxylase ou oxygénase selon le cas. Donc là c'est un contre-exemple par rapport à ce que je raconte ici. Dans le métabolisme, pour finir mon introduction, les enzymes jouent souvent un rôle de couplage entre des réactions. Effectivement, c'est en lien avec le cours B5 précédent, les enzymes, par exemple ici l'exokinase, sont capables de coupler des réactions exergoniques et endergoniques. Cette réaction qui est là, que fait l'enzyme, elle est endergonique, vous avez vu, 13,8 kJ, et elle le fait en présence d'ATP qui est hydrolysé en ADP, qui est une réaction exergonique. La réaction couplée est bien exergonique. La réaction se fait, le ΔRG est bien négatif. C'est l'enzyme qui est l'agent de couplage entre ces deux réactions ender et exergoniques. Alors ça peut se faire avec l'ATP, ça peut aussi se faire par deux réactions sans ATP. Par exemple, l'enzyme qui est ici, elle est capable de faire donc G3P, lui enlever les électrons, on le voit ici, il y a l'aldéhyde, lui enlever les électrons, parce que là on voit que c'est un acide, et c'est NAD+, qui récupère les électrons. Là ça se fait selon les E croissants, si je prends les E de ces deux couples en question, donc ça libère de l'énergie, et en même temps cette enzyme elle peut prendre cette énergie pour faire la réaction endergonique cette fois-ci, à savoir ceci, je lui mets un phosphate à cet endroit. Ça coûte de l'énergie. Donc là, il y a un couplage qui est caché, qui est fait à cet endroit-là, un couplage chimique ici, et donc l'enzyme a ce rôle d'agent de couplage. Alors l'objectif des cours, maintenant qu'on a fait notre introduction, c'est de voir premièrement comment les enzymes elles fonctionnent, comment elles font pour reconnaître leurs ligands, pour accélérer les réactions, c'est le grand 1. Et le grand 2, c'est comment l'activité des enzymes est contrôlée. Commençons par le grand 1, donc comment les enzymes font pour reconnaître leur substrat et pour faire leur catalyse enzymatique. La catalyse enzymatique, elle passe par deux étapes successives. La première étape, c'est la reconnaissance du substrat. La deuxième étape, c'est la réaction catalytique où le substrat il est transformé en produit au niveau du site catalytique. Commençons par le site de reconnaissance. Donc les enzymes, elles vont reconnaître leur substrat au niveau d'un site. Le substrat ici, il est en rose, au niveau d'un site qu'on appelle le site de reconnaissance. Et ça va faire intervenir une complémentarité spatiale, une complémentarité de forme et une complémentarité de liaison entre le substrat et l'enzyme. Alors l'exemple que je prends ici, c'est l'exemple du cours B2, qu'on connaît déjà du coup, sur l'enzyme protéique qui s'appelle la trypsine. Alors, trypsine, c'est un nom qu'on a gardé. Ça ne reflète pas la nomenclature que je viens de citer tout à l'heure avec substrat plus action plus ase. Donc on garde ce nom d'un point de vue historique, c'est comme la saccharase. Et cette enzyme-là, elle est capable donc de reconnaître un substrat qui est une protéine et de couper au niveau des acides aminés, de faire une hydrolyse de la liaison peptidique. Alors l'enzyme trypsine ne coupe pas n'importe comment, elle coupe au niveau de certains acides aminés après les acides aminés, ici et ici, l'enzyme est représentée par les ciseaux, qui sont à longue chaîne latérale et chargées plus. Une fois qu'elle reconnaît ces acides aminés, elle peut couper. Alors effectivement, comment ça marche? Allons zoomer au niveau du site de reconnaissance ici. Donc le site de reconnaissance, il est zoomé. L'enzyme trypsine, il y a plein d'acides aminés qui sont représentés ici. Notamment, il y a l'acide aminé important qui s'appelle l'aspartate ici, qui se termine par COO-. C'est un acide aminé à chaîne latérale, hydrophile, chargé moins. Je vais zoomer ici, et je vais mettre le produit, le substrat en rose. Il est ici le substrat, et donc je vois que le substrat, en fait, il va se mettre là-dedans. Il peut se mettre parce qu'il a une reconnaissance. Déjà, il est complémentaire en forme, et en plus ici, quand il y a un plus sur la chaîne latérale, là c'est un acide aminé que je représente, NCCO. La chaîne latérale, elle est ici. La chaîne latérale, c'est la fameuse chaîne latérale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est longue et qui a une charge plus. Ici, il y a une reconnaissance qui se fait. Il y a une liaison ionique qui se fait. Ça, c'est totalement spécifique.
Et en plus, il y a d'autres liaisons, hein, parce que juste ça, ce ne sera pas bien stable. Il y a une stabilité qui se fait au niveau des NH et des CO des liaisons peptidiques. Donc là, ce sont des liaisons aspécifiques ici, peu importe la chaîne latérale. Donc tout ça fait qu'effectivement, là, il y a une reconnaissance qui se fait. Et une fois qu'il y a eu cette reconnaissance, effectivement, l'enzyme va pouvoir ensuite, par des acides aminés qui sont de ce côté-là, venir attaquer à cet endroit-là et couper les fameux acides aminés. Mais là, ce n'est pas la question. Donc la reconnaissance fait intervenir une complémentarité de forme et une complémentarité de liaison. Alors bien que le substrat ait une forme complémentaire à l'enzyme, la liaison ES n'a pas comme analogie le modèle clé-serrure, mais plutôt le modèle poignée de main, comme on l'avait dit dans le cours B2. On parle d'ajustement induit. Donc là, c'est bien illustré. On voit que le substrat il est complémentaire en forme par rapport à l'enzyme, mais qu'une fois qu'il arrive, il y a réorganisation des liaisons et comme une poignée de main, en fait, ça va venir mouler et on voit que l'enzyme là, elle a changé de forme. C'est ce qui est représenté aussi ici avec l'exokinase. L'exokinase, c'est la première enzyme de la glycolyse qui permet de mettre un phosphate sur un glucose. Donc là, on voit le glucose en question. L'enzyme, quand elle ne le lit pas et quand le glucose rentre, les liaisons sont réordonnées et l'enzyme, vous avez vu ici, elle a changé de forme par rapport à ici et par rapport à là. Ce concept d'ajustement induit est très important à généraliser à toutes les protéines qui fixent un ligand. Nous, on l'avait généralisé quand on avait fait par exemple les chaînes de transduction membranaire. Ça explique comment un récepteur membranaire, par exemple à l'acétylcholine ou à l'adrénaline, va changer de forme et ça va ensuite se répercuter sur la protéine G, sur la phospholipase, etc., etc. Cet ajustement induit, il permet aussi d'optimiser donc le positionnement des groupements fonctionnels du site actif. Ça permet de favoriser ensuite la catalyse qui va avoir lieu. Par exemple ici, on voit que le glucose et l'ATP, une fois qu'ils se sont liés, l'enzyme change de forme et maintenant le phosphate de l'ATP va être proche de ce groupement-là, qui est l'endroit où va se faire justement la réaction. Alors là, on a expliqué le site de reconnaissance, passons maintenant au site catalytique. Alors, au niveau du site catalytique, les enzymes vont réaliser la catalyse et ça va se faire en abaissant l'énergie d'activation. Alors, comment ça marche cette histoire d'abaissement d'énergie d'activation? Pour le comprendre, on va prendre notre exemple concret de la trypsine. Alors, c'est pour ça que j'avais fait ça en introduction, il faut déjà voir ce qui se passe quand il n'y a pas d'enzyme. Quand il n'y a pas d'enzyme, je vous le rappelle, l'eau attaque. Alors, c'est pas très facile, c'est marqué ici. Une fois que l'eau elle a attaqué, on obtient un intermédiaire réactionnel qui est peu stable, qu'on avait appelé B', et ensuite, très rapidement, cet intermédiaire donc, va aboutir au produit ici, qui est le résultat de ma catalyse ma catalyse ici sans enzyme. Là, j'ai fait une hydrolyse de liaison peptidique. Quand il y a l'enzyme, le chemin va être différent. C'est ça l'idée. Alors, expliquons ceci. Donc, quand il n'y a pas l'enzyme, nous, on a ce chemin ici. Quand il y a l'enzyme, elle va faire la réaction, la même. À la fin, je vais avoir hydrolyse de la liaison peptidique à cet endroit ici. Là, c'est les acides aminés successifs qui sont liés au niveau du site de reconnaissance. L'enzyme, en fait, elle va faire la réaction. Alors, il va avoir intervention d'acides aminés particuliers. On va appeler ça les acides aminés du site catalytique, qui sont ici la sérine et l'histidine. Là, je les ai positionnés pour montrer que la sérine, qui a un OH au bout, elle est proche, une fois que le substrat s'est mis correctement, de cet endroit-là. Et la sérine, elle va pouvoir attaquer à cet endroit-là, comme on va le voir tout de suite. Alors regardons justement, avec la trypsine, je vous ai dit qu'il y a une sérine qui est proche de cet endroit-là. Alors cette sérine, elle est aussi proche d'une histidine, et la clé est la suivante, c'est que la sérine et l'histidine peuvent naturellement s'échanger des H+. La sérine, c'est CH2OH, elle peut perdre son H, pour donner CH2O-, c'est le cas ici, parce que l'histidine peut le récupérer juste à côté. Parce que l'histidine, il y a un N avec un doublet, et le N avec un doublet peut récupérer le H. Et le H peut passer de là, de là, de là, de là, etc. Quand le H il est sur l'histidine, le O, qui est du coup O-, est très réactif. Il tend vraiment à attaquer des carbones. Et effectivement, comme il y a le substrat qui est en face, effectivement, le O- ici va venir attaquer le carbone. L'attaque est facile par la sérine qu'on appelle ici la sérine réactive. C'est la sérine qui a le O-. Donc là, il se produit l'attaque, comme tout à l'heure. Ça semble compliqué, mais en fait, c'est comme tout à l'heure. Sauf qu'au lieu d'avoir H2O, j'ai O- de la sérine. Et donc ça attaque, j'obtiens un intermédiaire qui est celui-ci, sauf que j'ai la sérine au lieu d'avoir OH. Il est ici mon intermédiaire. Alors cet intermédiaire, il faut savoir qu'il est assez stable parce qu'il est stabilisé, ici on le voit, par des acides aminés qui sont dans le coin et qui sont capables de faire des liaisons hydrogènes avec le O qui est ici. Donc il est stabilisé cet intermédiaire réactionnel.
Et ensuite, il va se passer la même chose, c'est que le N qui est là, il va pouvoir venir prendre le H. Alors, ce n'est pas le H qui est libre, c'est le H qui est à côté sur l'histidine. On le voit ici, il prend l'H sur l'histidine. Et ensuite, on fait exactement la même chose que le cas sans enzyme. Je le fais. Et donc, j'obtiens à la fin ceci, plus ceci. Alors, ceci, c'est O lié à la sérine, qui est là. Donc là, j'ai fait, finalement, un cheminement différent de tout à l'heure, puisque je suis au niveau de l'enzyme. Je suis passé du composé A jusqu'au composé B jusqu'au composé C. Et c'est pas fini, puisque là, j'ai pas encore fini. Donc ensuite, je vais admettre, parce que moi, ça me suffit pour mon développement, je vais admettre qu'ensuite, l'eau peut venir ici, peut venir attaquer le composé qui est stable. J'obtiens l'intermédiaire qui est stabilisé par les liaisons orange aussi. Et à la fin, j'obtiens enfin ce que je veux, ça veut dire l'hydrolyse de la liaison peptidique. Donc avec l'enzyme, je suis passé de A à B à C, puis de C à E à D. Alors tout à l'heure, j'étais passé juste par B' jusqu'à D. Donc j'ai un chemin réactionnel qui est différent. Voyons voir ceci sur notre diagramme avec le niveau énergétique. J'en étais ici, la sérine elle a donc attaqué à cet endroit-là qui est pile en phase, donc c'est bien positionné, c'est l'intérêt du site de reconnaissance. L'attaque se fait ici, et le chemin réactionnel est le suivant. Donc j'ai obtenu mon intermédiaire B puis C, avec la séparation donc déjà d'un groupement, mais l'autre il est encore lié à la sérine, et là j'ai admis la suite. Donc ça c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, ça c'est ce que je viens d'admettre, et donc j'ai un chemin différent. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que grâce à l'enzyme, grâce à l'attaque plus facile, grâce à la stabilisation des intermédiaires ici, c'est ce qui est marqué en bleu, j'ai abaissé l'énergie d'activation. Et donc ça, ce chemin, même s'il semble plus long, il se fait bien plus rapidement que le chemin qui est en vert. Donc j'ai diminué l'énergie d'activation et donc j'ai permis d'augmenter la cinétique. On peut généraliser. Les enzymes, elles augmentent la cinétique des réactions de 3 façons. La première façon, c'est en permettant d'obtenir des intermédiaires plus facilement, ici par la sérine réactive. Le deuxième mécanisme, c'est qu'elles abaissent l'énergie d'activation en stabilisant les intermédiaires réactionnels par les liaisons qui étaient en orange tout à l'heure. Alors là, elles ne sont pas représentées, les liaisons orange. Mais il faut s'imaginer que les intermédiaires qu'on obtient ici sont stabilisés par des acides aminés qui sont dans ce coin-là, qui font des liaisons hydrogène orange de tout à l'heure. Et je parle de 3 modes d'action. Effectivement, il y a un mode d'action qu'on ne peut pas avoir avec la trypsine. Donc je vais changer d'enzyme. Dans le cas où il y a plusieurs substrats, les enzymes ont un autre rôle. Elles permettent de rapprocher les différents substrats et de les orienter correctement. Là, on le voit bien. Le glucose et l'ATP sont orientés pile bien au niveau du site actif. Et là, c'est très facile pour l'enzyme de catalyser la réaction entre ce morceau et de faire la liaison phosphate avec le glucose dans cet exemple de l'exokinase. En bilan de ce grand 1, on peut dire à ce stade que dans une enzyme, donc il y a un site de reconnaissance, il y a un site de catalyse, l'ensemble formant ce qu'on appelle le site actif. Pour la trypsine, on a vu donc les acides aminés importants de cette zone-là qui constituent le site de reconnaissance, les acides aminés importants sérine, histidine du site de catalyse, les acides aminés qui permettent la stabilisation des intermédiaires, donc les sites de catalyse, les sites de reconnaissance, tout ça, c'est ce qu'on appelle le site actif. Là, ils sont bien spatialement disjoints pour qu'on comprenne bien les choses, mais dans la pratique, le site, il est vraiment en 3D, et du coup, le site de catalyse et le site de reconnaissance peuvent se chevaucher dans l'espace sans problème. Cette reconnaissance, cette catalyse sont possibles grâce à la nature et au positionnement précis des acides aminés du site actif, et on a vu en bilan que les enzymes, elles accélèrent les réactions selon les 3 mécanismes vus précédemment. On vient de voir comment les enzymes font pour reconnaître leur substrat et pour faire leur catalyse. Maintenant, on va passer à autre chose. On va montrer qu'il existe en fait 2 types d'enzymes qu'on peut distinguer facilement d'après leur cinétique. Et d'après, parce que c'est lié la cinétique, d'après l'existence ou non d'un effet coopératif. Alors effectivement, d'un point de vue cinétique, on peut distinguer 2 types d'enzymes. Donc quand on trace V en fonction de la concentration, quand on fait donc de la cinétique, on dit de la cinétique enzymatique, on voit donc des enzymes qui ont cette cinétique-là, qu'on va appeler des enzymes michaéliennes, et des enzymes qui ont cette cinétique-là, qu'on va appeler des enzymes allostériques. Attention, quand on fait de la cinétique, comme en chimie, on place toujours la vitesse en fonction des concentrations, jamais en fonction du temps. Une vitesse en cinétique, c'est selon les concentrations. Alors justement, petit rappel des cours de chimie que vous avez pu avoir, quand on fait une réaction enzymatique,
par exemple S donne P, ou une réaction en chimie tout simplement, on peut définir une vitesse d'apparition du produit qui est delta P sur delta T, ou dP sur dt. Et on peut définir une vitesse de disparition du substrat en moins ds sur dt. C'est tout à fait logique, hein. Imaginons que en 10 secondes, au début j'avais un produit et maintenant j'en ai 10. Ben, c'est quoi la vitesse? C'est que j'ai 9 produits qui sont apparus en 10 secondes. Donc c'est bien le delta P sur le delta T. C'est la vitesse d'apparition. Et si j'en ai 9 qui sont apparus en 10 secondes, ben j'ai 9 substrats qui ont disparu en 10 secondes. Donc c'est la même chose. Donc ça, c'est comme ça qu'on définit les vitesses. Les vitesses, elles sont en nombre de produits qui sont apparus par seconde. Et souvent, on fait ça dans un volume, donc on fait plutôt des moles par litre par seconde. Alors, il y a deux types d'enzymes définis selon leur cinétique. Alors, le premier type d'enzyme, ce sont les enzymes michaéliennes. Alors, les enzymes michaéliennes, ce sont des enzymes qui ont une cinétique qu'on appelle justement michaélienne et qui ne présentent pas d'effet coopératif. En TP, on fera l'étude d'enzymes michaéliennes. Alors, expérimentalement, on peut tracer la cinétique des enzymes michaéliennes. Quand on trace, donc quand on détermine expérimentalement la vitesse en fonction de la quantité de substrat, on obtient une courbe qui est comme celle-ci. Ça, c'est une courbe michaélienne, justement, des enzymes en question. Alors, vous avez vu que plus S augmente, plus V augmente, mais au bout d'un moment, ça va saturer. Et plus je rajoute du S, plus V reste constante. V reste à ce qu'on appelle la vitesse maximale. Et on peut aussi définir le Km, qui est la concentration telle que V, c'est Vmax sur 2, défini comme ceci. Donc ça, on peut le définir expérimentalement, sans problème, quand on est en TP. Alors ça, mathématiquement, c'est une équation qui est connue. C'est celle-ci, de cette forme-là. Alors, peut-être qu'elle n'est pas connue intuitivement de vous, mais en fait, si on la met à l'envers, si on met 1 sur V égale Km plus S sur Vmax sur S, et ben on tombe sur l'équation d'une droite. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, j'ai fait exactement la même chose, mais sauf que c'est à l'envers. Et quand je vais tracer du coup 1 sur V en fonction de 1 sur S, et ben j'obtiens Y égale A fois X plus B. Y égale X plus B, l'équation d'une droite, quoi. Donc l'équation d'une droite dont l'ordonnée à l'origine est 1 sur Vmax et dont la pente est Km sur Vmax. Je peux aussi, si je veux, poser 1 sur V égale 0 et quand je résous, je trouve 1 sur S égale moins 1 sur Km. Donc là, j'ai aussi ce point. Alors bien sûr, expérimentalement, quand moi je suis en TP, je ne vais pas tracer ça, je vais plutôt tracer la droite parce que c'est bien plus simple de tracer une droite et de la valider avec Excel. Et ce que je trace, c'est ce qui est ici. Ce qui est ici en pointillé n'existe pas dans la vraie vie, c'est des concentrations négatives. Par contre, je peux le tracer mathématiquement, ça me permet d'avoir ce point. Et donc d'avoir le Km, et donc d'avoir le Vmax par lecture graphique. Ce qu'on vient de faire ici, c'est de la cinétique chimique et de la résolution mathématique d'équations. Et nous, ce qui va nous intéresser en biologie, c'est de voir qu'est-ce que ça nous apporte comme information sur le mécanisme moléculaire, le mécanisme biologique de l'action de l'enzyme. Ça, c'est tout le travail qui a été fait par les biochimistes du début du XXe siècle, notamment Michaelis et Menten, justement, qui ont donné le nom à l'équation michaélienne. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de modéliser ce qui se passe à l'échelle moléculaire et de voir si ça colle avec la cinétique que moi j'observe dans la vraie vie. Alors, comment ils ont fait concrètement? Ils ont testé plusieurs modèles. Par exemple, le premier modèle qu'on a pu tester, le plus simple, c'est on n'a qu'à dire que dans notre petit endroit où se fait la réaction, le substrat, il donne un produit avec une constante cinétique K1. Quand on résout ça, cinétiquement parlant, alors pour résoudre ça, alors il faut avoir quelques prérequis. Si vous ne les avez pas, vous pouvez voir le mini-film qui montre comment on a résolu l'équation de Michaelis-Menten. Donc là, je vais juste aller très très vite. Je vais dire donc ça, je peux le résoudre. Je fais dP sur dt, c'est K1 fois S. Il est là le prérequis que peut-être vous n'avez pas encore. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que V il est proportionnel à S et que du coup j'obtiens une droite comme ça. Est-ce que j'obtiens ça dans la vraie vie? Pas du tout, puisque moi dans la vraie vie j'obtiens ça. Ça veut dire que mon modèle ici, il est faux. Et donc j'en teste un autre. Donc ils ont testé des modèles, et au bout d'un moment, en utilisant le modèle qui est ici, alors je l'admets ici, sinon vous allez voir le mini-film qui fait la démonstration, j'admets que quand j'ai S plus E, et donc que je les lie ensemble avec une constante K1, mais une dissociation possible avec K-1, et que ce ES peut donner E plus le produit en question avec une constante K4, quand je résous ça mathématiquement, je tombe exactement sur une cinétique qui est celle-ci, la cinétique michaélienne. Et donc l'idée, c'est que effectivement cette cinétique, elle est synonyme de le mécanisme, c'est le suivant. L'enzyme reconnaît son substrat, il se lie ensemble, et ensuite l'enzyme, elle est capable de faire la catalyse ou pas,
mais si elle fait la catalyse, elle aboutit au produit et l'enzyme, elle est régénérée. Et quand je fais mon calcul, je trouve que le Km, eh ben, il est fonction de ces, constantes cinétiques ici, c'est K-1 plus K4 sur K1, et que le Vmax, qui est ici, c'est K4 fois l'enzyme totale, avec les unités du Km qui sont des unités de concentration, et des unités de Vmax qui sont des unités de vitesse. Alors biologiquement, je peux du coup bien expliquer pourquoi j'ai une asymptote à cet endroit-là. Plus je mets du substrat, plus l'enzyme se lie au substrat, et plus elle peut être saturée. Et du coup, je reviens ici, c'est la même chose. Donc quand je mets mes enzymes bleues en présence de substrat, donc elles font la réaction. Plus il y a de substrat, plus elles peuvent rencontrer les substrats et donc faire la réaction. Donc la vitesse augmente. Et au bout d'un moment, effectivement, j'ai tellement de substrats que toutes les enzymes, si je prends une photo, elles sont liées au substrat. Et même si j'en mets plus des substrats, elles ne peuvent pas aller plus vite. Et du coup, je suis à saturation, on dit. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on l'avait vu dans le cours B4 sur les transporteurs membranaires, quand on avait vu la cinétique différente des canaux et des perméases. Les perméases, par exemple la perméase du glucose, elle avait cette cinétique-là, la vitesse en fonction de la concentration en glucose. Et effectivement, le mécanisme, cinétique michaélienne, alors c'est pas une enzyme, mais le mécanisme, c'est exactement le même qu'il y a derrière. À savoir que le glucose peut se lier au transporteur, ils se lient ensemble, et ensuite le transporteur peut le laisser dans le compartiment du haut, ou bien le mettre dans le compartiment ici du bas, quoi. Donc c'est la même cinétique, et quand je modélise ceci, c'est sans surprise que je tombe exactement sur la courbe de type michaélienne. Les canaux, il n'y a pas de reconnaissance, les canaux, j'avais pas du tout cet aspect de saturation. Le deuxième type d'enzymes, ce sont les enzymes allostériques. Alors elles ont une cinétique en S, c'est ce qu'on appelle une cinétique allostérique, et elles présentent un effet coopératif. Alors, c'est quoi l'explication? Alors là, on va l'admettre, on ne va pas faire la cinétique avec les équations. L'explication, c'est que les enzymes allostériques, elles ont une structure quaternaire, donc plusieurs sous-unités. Chacune des sous-unités a un site actif, et que le complexe, il peut osciller sous deux formes. La forme R, qui est la forme active. La forme R, c'est celle où le substrat peut bien se lier, et la forme T où les substrats ne peuvent pas bien se lier. Sans substrat, les sous-unités elles sont sous forme T. Et quand un substrat se fixe, on le voit ici, ça entraîne un changement de conformation du site actif, c'est l'ajustement induit, ça se répercute sur l'ensemble de la sous-unité, et comme cette sous-unité elle est liée aux autres, parce que c'est une protéine à structure quaternaire, les autres vont aussi changer de forme, et les autres elles vont aussi devenir sous forme R. Ça, ce mécanisme, là je ne le détaille pas, mais on l'avait vu avec l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine allostérique. Alors ce n'est pas une enzyme, par contre elle est capable de lier son dioxygène par une sous-unité et de changer de forme la sous-unité, et ça se répercute sur toutes les autres. Et maintenant, toutes les autres, elles tendent à encore mieux fixer le dioxygène, dans mon exemple de l'hémoglobine, par rapport au cas précédent. Donc les enzymes allostériques, c'est exactement le même principe que ce qu'on avait vu avec l'hémoglobine. Et ainsi, la fixation d'une molécule de substrat, ça permet d'augmenter, de favoriser la fixation des autres molécules de substrat, comme on le voit ici. Cette transition de la forme inactive à la forme active, c'est ce qu'on appelle la transition allostérique. Sur la courbe, finalement, au début de la courbe, donc on a des enzymes plutôt qui ont du mal à fixer les substrats quand il y a peu de substrat. Alors quand il y a un substrat qui vient, il se fixe, donc là c'est sous forme R, ok, les autres non. Et plus je mets des substrats, plus finalement les substrats, alors ils ont du mal à se fixer, mais ils peuvent se fixer, et du coup, les autres, ils vont vraiment pouvoir bien se fixer. Ça, c'est responsable de la pente explosive typique des enzymes allostériques. Et à la fin, effectivement, quand je suis ici, toutes les enzymes, finalement, sont sous forme R. Et donc, à la fin, effectivement, j'ai une saturation parce qu'elles sont toutes liées. Et même si je rajoute des substrats, la vitesse stagne. L'effet coopératif se voit à cet endroit-là. Petite augmentation de S, ça permet une grande augmentation de la vitesse. Alors, petite remarque pour finir de vocabulaire sur le concept d'allostérie. L'allostérie dont je parle ici, c'est l'allostérie au sens strict. Ça veut dire que c'est une protéine à structure quaternaire avec un état R qui peut changer en état T, et avec un effet coopératif, donc le ligand vert qui favorise la fixation de ligand vert. Il faut savoir que pour les enzymes, le concept d'allostérie, il est classiquement étendu aux autres ligands que le substrat lui-même. Donc des fois, on a un ligand rouge qui, en se fixant, peut favoriser la fixation des ligands verts. Donc les effecteurs allostériques autres que le substrat sont aussi concernés. Donc ça, c'est l'allostérie au sens large, classiquement utilisée pour les enzymes. Et il faut savoir aussi que chez la définition des anglo-saxons, elle est encore plus large, puisque eux, ils parlent d'allostérie dès qu'il y a un changement de conformation du site actif suite à un effecteur. Par exemple, la glycogène phosphorylase, kinase,
elle, alors elle, la glycogène phosphorylase kinase, c'est une enzyme qui est à structure tertiaire, ok. Donc elle n'a pas de sous-unité, donc c'est pas du tout ce qu'on vient de voir. Et bien elle, cette glycogène phosphorylase kinase, par exemple, quand on lui met du CA de plus, elle peut changer de conformation. Et dans ce cas, ben eux, ils parlent aussi d'allostérie. Donc changement de conformation suite à une liaison par un effecteur. Aucune référence à la cinétique en S, aucune référence au fait que la protéine soit à structure quaternaire dans ce vocabulaire-là. Alors on a parlé des KM, on a parlé des Vmax, on a parlé des enzymes michaéliennes et allostériques. Alors ce qui est intéressant en biologie, c'est que les différentes enzymes et les différents paramètres cinétiques KM et Vmax, ils sont adaptés au fonctionnement cellulaire. On va voir ça avec un exemple fort intéressant de l'exokinase et de la glucokinase. Alors, c'est quoi ces enzymes? Petit prérequis. Ces enzymes sont capables, à partir du glucose prélevé dans le sang, de mettre un phosphate sur le glucose. L'exokinase qu'on a vu tout à l'heure. Une cellule banale fait ça. Elle prend le glucose, elle le phosphoryle. Une fois qu'il est phosphorylé, c'est le début de la respiration, c'est la réaction 1 de la respiration. Il se passe plein de choses et à la fin, obtention d'ATP. Ça se fait tout le temps. Je veux dire qu'on ait mangé, qu'on soit au repos, peu importe, la cellule elle a besoin de son ATP si c'est par exemple la cellule du cerveau. Donc à cet endroit-là, quand je fais la cinétique de l'exokinase, elle est ici la cinétique de l'exokinase, c'est une enzyme michaélienne, la quantité de glucose dans le sang fluctue un petit peu, autour de ces valeurs que je suis en train de montrer ici. Alors si on a beaucoup de glucose dans le sang, est-ce qu'elle fonctionne l'enzyme? Ben oui, avec max. Et s'il y a un peu moins de glucose, est-ce qu'elle fonctionne? Ben oui, avec max. Donc l'exokinase, son paramètre à elle, ces paramètres cinétiques sont tels que dans les concentrations de glucose habituelles, elle fonctionne tout le temps à fond. Elle est à Vmax. C'est intéressant pour les cellules en question. Dans le foie, il y a aussi une exokinase qui va changer de nom, on va l'appeler la glucokinase. Elle fait exactement la même réaction, mais c'est une autre enzyme. On peut se dire, mais pourquoi? En fait, c'est une autre enzyme qui n'a pas les mêmes... Alors, elle fait la même chose, mais elle n'a pas les mêmes paramètres cinétiques. Elle n'a pas le même Vmax, elle n'a pas surtout le même Km. Effectivement, la glucokinase, elle est représentée ici. Donc, vous avez vu, elle est comme ça. Puis, au bout d'un moment, elle va saturer, mais là, c'est pas représenté. Donc, dans les concentrations de glucose dans le sang, je ne suis pas du tout à Vmax. Je suis plutôt ici sur cette courbe-là. Ça veut dire que si je viens de manger, j'ai beaucoup de glucose dans le sang, et bien ce glucose, donc j'ai une forte concentration de glucose, par exemple je suis ici, et bien ça veut dire que la glucokinase, sa vitesse va être forte. Je suis par exemple à cet endroit-là. Donc elle va faire beaucoup de fois la réaction. Ça tombe bien, dans le foie, le glucose, il sert à faire du glycogène. Donc une fois qu'on a mangé, il y a une mise en réserve. Par contre, si j'ai pas mangé pendant longtemps, j'ai plus d'apport de glucose à cet endroit-là. Ça veut dire que le glucose va chuter. Et du coup, je vais être par exemple ici, et du coup la glucokinase, elle va presque pas faire son action. Ça veut dire que la glucokinase, elle fonctionne pas à saturation. Quand il y a du glucose, elle fonctionne. Quand il n'y a pas de glucose, elle ne fonctionne pas. Donc c'est ça l'idée. Donc c'est adapté en fait au rôle de mise en réserve du foie qui met en réserve quand il y a trop de glucose. Quand il n'y a pas assez de glucose, le foie arrête de mettre en réserve son glucose sous forme de glycogène. Donc là, on a un bon exemple physiologique de l'intérêt d'avoir des Km ou des Vmax différents selon le rôle physiologique de l'enzyme en question. Pour les enzymes michaéliennes, on vient de le voir, selon les cas, le fonctionnement peut se faire aux alentours du Vmax. Ça veut dire que à cet endroit-là, quand il y a fluctuation des concentrations, ça ne change rien, elle fonctionne tout le temps. C'était l'exemple de l'exokinase. Ou bien le fonctionnement au niveau des concentrations peut se faire dans les concentrations proches du Km. C'était l'exemple de la glucokinase, où là, quand la concentration augmente, l'enzyme, elle fonctionne bien. Et quand la concentration diminue, l'enzyme, elle ne fonctionne pas bien. Donc là, c'est la différence de vitesse quand je fais varier mes concentrations ici. Pour les enzymes allostériques, par exemple la glycogène phosphorylase, c'est un bon exemple d'enzyme allostérique au sens strict, et bien ici on voit que souvent elle fonctionne à cet endroit-là. Ça signifie que si la fluctuation de la concentration donc, est telle que les concentrations diminuent un petit peu, l'enzyme ne fonctionne presque pas. Et quand la concentration augmente un petit peu, là le delta c'est le même que ici et le même que ici. Et bien on voit que là par contre, vu l'explosion de la pente, l'enzyme va fonctionner énormément. Ça veut dire que les enzymes allostériques, on dit qu'elles fonctionnent souvent en tout ou rien. Soit leur vitesse c'est 0, soit leur vitesse c'est max, selon la concentration en question. Donc les enzymes, selon leur cinétique, selon leurs paramètres, peuvent finalement avoir des réponses différentes par rapport aux fluctuations des concentrations représentées ici en X. Dernier point de ce grand 1, on va revenir concernant les enzymes michaéliennes uniquement, sur les paramètres cinétiques. Parce qu'ils sont très importants, ces paramètres cinétiques. Ça veut dire qu'en les étudiant juste expérimentalement comme en TP, on va avoir accès à des informations sur l'enzyme elle-même, sur la biologie moléculaire. Alors voyons voir ceci.
là j'ai une enzyme michaélienne. L'enzyme michaélienne, voilà, ça c'est équivalent. Hein. Ça, ce qui est ici, c'est équivalent à ce qui est là. Et le Km, il a été défini par K-1 plus K4 sur K1. Alors là, je vais m'intéresser au Km tout de suite. Le Km, il est intéressant, alors je peux le lire, hein, d'un point de vue en TP, je le lis, donc je fais ma courbe et puis je le lis à cet endroit-là, le Km, en faisant moins 1 sur Km égale la valeur que j'obtiens. Ce Km nous donne des informations en biologie, effectivement. Le Km, c'est ça, et souvent, on va l'admettre, souvent le K4, il est plus petit que le K-1. Ça veut dire que le Km, en gros, c'est K-1 sur K1. Ça veut dire que le Km, ben, c'est quoi? C'est la constante de dissociation de cette réaction-là en chimie. En chimie, quand on a machin plus machin donne le complexe, avec K1 ici et K-1 ici, la constante d'association, c'est donc K1 sur K-1, et la constante de dissociation, c'est K-1 sur K1. Donc la constante de dissociation, en gros ici, si K4 est plus petit que K-1, c'est le Km. Ça veut dire que plus le Km il est grand, plus ça se dissocie. Plus le Km il est plus petit, plus au contraire S plus E, ils tendent à s'associer ensemble. Ça veut dire que Km, il va mesurer ça. Plus le Km il est petit, plus l'enzyme est affine pour son substrat. Ça veut dire que moi, quand je vais avoir accès à un Km expérimentalement, il va me donner l'information, est-ce que l'enzyme, elle reconnaît bien ou est-ce qu'elle ne reconnaît pas bien son substrat. Ça, c'est l'importance du Km. Attention, ça marque que quand le K4, il est bien plus petit que le K-1, ce qui est en gros assez souvent le cas. Avec la cinétique que je trace en TP, je peux aussi avoir accès au Vmax en lisant la valeur qui est ici. Alors Vmax, c'est K4 fois enzyme totale. Ça signifie donc que quand je suis à Vmax, quand l'enzyme elle est totalement saturée par son substrat, le K4 c'est donc Vmax sur enzyme totale, ça veut dire que K4 il mesure l'activité catalytique de l'enzyme quand elle est en condition saturante. Alors je peux appliquer la formule bêtement comme ceci, je peux aussi comprendre ce que ça veut dire, et c'est bien mieux d'ailleurs. Prenons un exemple. Imaginons que je fais ma cinétique et que je trouve que dans mon petit bocal ici, où ma quantité d'enzyme c'est 10-9 mol par litre, j'ai obtenu un Vmax de 8-6 produits formés par seconde par litre de solution. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand je suis à Vmax, ici donc, quand l'enzyme elle est liée à son substrat, donc quand l'enzyme elle est liée à son substrat ici, et bien 10-9 mol d'enzyme, c'est capable de faire 8-10-6 mol de produit. Ça veut dire que 1 mol d'enzyme, je fais ma règle de 3, donc 8-10-6 sur 10-9, ben, c'est là, 8-10-6 sur 10-9, je trouve 8000. Ça veut donc dire en français qu'une molécule d'enzyme, liée à son substrat, ici, hein, à la condition saturante, eh ben, elle est capable de faire 8000 produits en une seconde. Ça, c'est la définition du K4. Donc Vmax me donne accès au K4, et K4, ça veut bien dire quelque chose concrètement, ça me dit combien de molécules de produits sont obtenues par l'enzyme chaque fois qu'elle est liée à son substrat. Donc ça, c'est parlant. 8000 molécules par seconde, c'est parlant pour l'enzyme en question de mon exemple ici. On peut aussi, mais c'est plus secondaire, utiliser, plutôt qu'utiliser le Km et le K4, utiliser les deux à la fois. Et on parle dans ce cas d'efficacité catalytique. Donc K4, ça nous dit si l'enzyme, quand elle est liée à son substrat, elle est capable de faire vite la réaction E plus P ou pas. Km me donne l'inverse de l'affinité. Donc K4 sur Km, ça va me dire si l'enzyme, elle fonctionne bien en mettant ensemble la reconnaissance et la catalyse, quoi. Alors mathématiquement, on peut voir, puisque ça c'est la réaction, c'est l'expression de la vitesse pour une enzyme michaélienne, on peut voir que quand je me place à S assez petit, donc que lui il est bien plus petit que ça, que V c'est Vmax sur Km fois S. Donc c'est K4 fois E sur Km fois S, c'est ça. Donc je vois que dans ce cas précis, la vitesse, c'est l'efficacité catalytique fois l'enzyme fois le substrat. Ça signifie que pour une même quantité d'enzyme et une même quantité de substrat, la vitesse, elle est tout à fait donc proportionnelle à l'efficacité catalytique. Ça veut dire que quand j'ai deux enzymes, par exemple une enzyme E1 qui a une efficacité catalytique que je mesure en faisant mes courbes, hein, Vmax, donc K4 je l'ai, Km je l'ai, hein, c'est les intersections des axes X, Y, donc ça je l'ai. Je peux mesurer l'enzyme E2, je l'ai aussi. Imaginons que l'efficacité là ce soit 10, imaginons que là l'efficacité ce soit 5. Et ben je peux donc dire que dans les conditions où S il est assez petit, et ben que l'enzyme 1, elle va 2 fois plus vite que l'enzyme 2. Donc ça me donne aussi une information sur l'efficacité de l'enzyme dans cette condition particulière ici.
Donc là, on a fini le grand 1 dont l'objectif était de voir comment fonctionnent les enzymes et aussi de parler de la cinétique enzymatique et de ses apports très importants sur le fonctionnement moléculaire des enzymes en question. Passons maintenant au grand 2, à savoir le contrôle de l'activité des enzymes dans l'espace et dans le temps, ce qui est très important, effectivement, pour le fonctionnement cellulaire. Alors, l'activité des enzymes peut être contrôlée de 3 façons, c'est le A, le B et le C. La première façon, c'est un contrôle qui peut se faire au niveau de l'expression génétique. Effectivement, les enzymes sont réparties différemment selon les cellules, c'est la différenciation cellulaire, et ça c'est dû à une expression génétique différentielle. Et ces expressions génétiques peuvent varier selon le temps par exemple. Ça on l'a vu au niveau du cours G3, donc là je ne le réexplique pas, je vous renvoie au cours G3, notamment à la partie contrôle au niveau transcriptionnel. Une deuxième possibilité pour contrôler l'activité d'une enzyme, c'est de contrôler leur localisation cellulaire. Alors effectivement, on peut prendre un exemple avec celui de l'enzyme digestive trypsine. Lorsque on ne mange pas, le pancréas qui est ici, dont la cellule acineuse est représentée à cet endroit-là, ne sécrète pas de la trypsine, donc l'enzyme n'est pas présente dans le compartiment qui est la lumière du tube digestif. L'enzyme trypsine, elle est présente sous forme de vésicules d'attente, qui sont des vésicules donc, de stockage sous la membrane plasmique. Et quand le chyme alimentaire arrive à cet endroit-là, les trypsines vont subir l'exocytose, on le voit ici, et se retrouver dans la lumière de l'appareil digestif. Donc on peut contrôler en fait la présence d'une enzyme à un endroit donné, et donc du coup son activité. On peut généraliser ceci avec le principe de la compartimentation, où dans la cellule, certaines enzymes donc, sont ségrégées à un endroit donné, et ensuite peuvent aller faire leur action dans le noyau en libérant par exemple les signaux de localisation nucléaire, etc. etc. Là, je vous renvoie sur le cours G3 qui concerne l'adressage des protéines. Une façon de contrôler l'activité des enzymes est donc de contrôler leur quantité et leur localisation. C'est le A et le B que l'on vient d'aborder ici et qui ont été bien mieux vus dans le cours G3. Une autre possibilité très importante qu'on n'avait pas vue mais qu'on avait citée dans le cours G3, c'est que les enzymes peuvent être contrôlées quand elles sont déjà là. En fait, on peut contrôler leur activité. Donc l'enzyme, elle est déjà à un endroit donné. Par contre, elle est active ou elle est inactive. Ça, c'est un contrôle majeur, donc il se fait donc très rapidement au niveau de l'activité des enzymes déjà présentes. Là, on va distinguer donc deux sous-cas à l'intérieur. La première chose, c'est que l'activité des enzymes peut être contrôlée par modification de leur structure 3D. En effet, on sait depuis le cours sur les protéines que la structure 3D, c'est ce qui permet la fonction des protéines. Et donc, tout ce qui va modifier la structure 3D pourra modifier la fonction et donc l'activité des protéines en question. Alors effectivement, ceci peut se faire de différentes façons. La première possibilité, c'est un contrôle qui peut se faire par les conditions physico-chimiques du milieu, à savoir le pH et la température. Alors le pH, effectivement, chaque enzyme a un pH optimum. Par exemple, la trypsine a un pH optimum à 8. Quand le pH il devient acide ou basique ou plus acide, l'enzyme elle marche moins bien. Donc ça c'est un contrôle par le pH. Alors on peut expliquer pourquoi. Le pH c'est assez simple en fait. Le pH il va apporter des H+, ou il va enlever des H+. Donc on comprend bien que ça va influencer la structure 3D de la protéine qui d'après le cours B2 est due à plein de liaisons et ces liaisons peuvent être empêchées ou favorisées selon la présence de H+ ou pas. Et en plus, comme nous on a vu le mécanisme de la reconnaissance et de la catalyse au niveau de la trypsine, l'effet du pH, on peut aussi bien le voir à cet endroit-là. Par exemple, là c'est le cas où je suis à pH 8, et si je baisse le pH, donc je rajoute des H+, je peux par exemple faire que l'acide aspartique, il y ait un H ici, et qu'au lieu qu'il y ait CO-, ce soit COH. Et là on comprend bien que la reconnaissance de l'acide aminé chargé plus, elle va bien moins se faire. Ça veut dire que quand je vais baisser le pH, l'enzyme, elle va bien moins reconnaître. Donc le KM va augmenter d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Et en plus, si je baisse le pH, la sérine réactive, au moins, elle tend à être OH du coup. Et du coup, elle va moins attaquer. Et du coup, Vmax ou le K4 va diminuer. Donc dans le cas de la trypsine, c'est un très bon exemple où on voit l'effet du pH et un effet qui peut se faire donc sur la reconnaissance et ou sur l'activité catalytique. Ici sur les deux dans mon exemple. La température aussi peut avoir un effet. La température, plus elle augmente, plus la vitesse va augmenter parce que ça c'est la loi classique des chimistes avec la loi la température augmente les collisions moléculaires et donc les reconnaissances enzyme-substrat. Mais au bout d'un moment, effectivement, l'enzyme elle peut aussi se dénaturer. Les liaisons faibles qui font la structure de l'enzyme peuvent avec l'agitation moléculaire se détacher. L'enzyme peut se dénaturer, ce qui explique ici la pente ici. Donc chaque enzyme, elle a une température optimale d'activité. Alors chez les homéothermes comme l'homme ou les oiseaux, ce contrôle est très faible puisque notre température est à peu près constante.
Par contre, c'est vrai que chez les individus où la température varie, ce contrôle par la température peut être important. Une autre façon pour modifier la structure 3D d'une enzyme et donc son activité est de réaliser une modification covalente. Alors ceci peut se faire de plusieurs façons. La façon majoritaire qui est utilisée chez les eucaryotes, c'est d'ailleurs la stratégie principale des cellules eucaryotes pour contrôler leurs enzymes, c'est la modification par phosphorylation-déphosphorylation. L'intérêt de cette modification, c'est qu'elle est réversible. Ça, c'est l'immense intérêt. Alors prenons un exemple concret que l'on connaît déjà. La glycogène phosphorylase est une enzyme. Cette glycogène phosphorylase peut être inactive ou active. Elle est activée par phosphorylation justement. L'ajout d'un phosphate va la faire changer de forme et maintenant qu'elle a sa nouvelle forme, elle est active et elle peut faire sa réaction. Sa réaction, c'est de phosphoryler le glycogène, donc de découper le glycogène en glucose, en fait en glucose phosphate, et ce glucose phosphate va pouvoir, ça va dépendre, donc par exemple quand on est dans le muscle, il va pouvoir permettre de créer de l'ATP par la respiration, ou bien si on est dans le foie, par exemple ce glucose va plutôt être dédié aux autres, hein, il va être libéré dans le sang, là c'est en lien avec le contrôle de la glycémie. Alors cette phosphorylation-déphosphorylation, elle est réversible, on le voit ici. Alors comment on peut expliquer le mécanisme? Alors le mécanisme, c'est celui qu'on avait pu aborder quand on avait fait le cours sur les protéines. Effectivement, donc des protéines, une fois qu'elles sont phosphorylées ou déphosphorylées, peuvent changer de forme. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que l'ajout d'un phosphate, c'est chargé. Et quand les phosphates sont ajoutés donc sur des acides aminés comme la sérine, la thréonine ou la tyrosine qui ont des OH, hein, il y a une phosphorylation, et du coup ça change les charges. Et imaginons par exemple que dans l'environnement de l'endroit où il y a le phosphate, il y ait par exemple des acides aminés plus, les acides aminés plus vont être attirés, et donc l'hélice alpha ou le feuillet bêta qui est considéré va bouger, et ça va se répercuter sur l'ensemble de l'enzyme. Elle va changer de forme en fait. Et au contraire, s'il y a des acides aminés qui sont chargés moins, le fait d'ajouter un phosphate va les repousser. Et quand ils sont repoussés, l'hélice associée ou etc. va pouvoir bouger. Donc ça nous explique très bien les changements de conformation et donc les changements de fonction. Alors les enzymes qui font les phosphorylations, ça s'appelle des kinases. Les enzymes qui font les déphosphorylations, ça s'appelle des phosphatases. Elles sont très importantes, comme dit précédemment, quand on est chez les eucaryotes. Reprenons ici l'exemple de la glycogène phosphorylase qui est bien parlant. Alors cette glycogène phosphorylase, vous avez vu, elle a deux sous-unités. C'est une enzyme allostérique, en fait, à structure quaternaire. Et cette enzyme, donc, elle est contrôlée par phosphorylation. Alors quand les sérines avec les OH sont phosphorylées, les phosphates se mettent ici, et on voit qu'il y a des changements de conformation. Alors je vais mettre des couleurs pour matérialiser ceci. Alors les sites actifs sont à cet endroit-là, et les hélices qui sont en vert ou qui sont en rouge et en bleu, elles changent de forme. On le voit ici. Et ce que l'on voit, c'est que là, l'hélice, la boucle entre les deux hélices, elle rentre au niveau des sites actifs, en fait elle vient boucher le site actif. Et l'enzyme, elle ne peut pas bien reconnaître son substrat. Par contre, quand il y a phosphorylation, effectivement, les hélices pivotent, parce que les phosphates qui sont ici, donc en fait, vont venir attirer des acides aminés plus, et du coup, ça va faire que les acides aminés plus, ils vont être en direction du phosphate et eux pareil, donc la pince va un petit peu se refermer, ça se répercute à cet endroit-là, et maintenant le site actif, il est plus accessible au substrat. Et l'enzyme, du coup, elle peut mieux le reconnaître, et l'enzyme, elle est activée de cette façon-là. Alors quand on veut représenter ça en col ou en DS, on va pas mettre toutes les hélices ou les boucles comme ceci. On peut représenter ça de la façon suivante. L'enzyme est inactive et quand il y a un phosphate, effectivement, pivotement des deux hélices en question et libération du site actif. Alors, ce contrôle par phosphorylation, il se fait en réalité, j'ai parlé du muscle et du foie tout à l'heure, il se fait essentiellement dans le foie. C'est ce qui est marqué ici. Et ça, c'est contrôlé par les enzymes, par les hormones de la glycémie. Alors l'adrénaline et le glucagon, effectivement, ils vont entraîner cette activation. Pourquoi? Alors on le connaît déjà, hein, parce que c'est une chaîne de transduction qu'on avait vu dans le cours B3 notamment. L'adrénaline, elle active une chaîne de transduction qui entraîne l'augmentation de ça de plus, qui va aller activer donc la glycogène phosphorylase kinase, qui va être active et qui va elle phosphoryler la glycogène phosphorylase. Elle est active comme ceci par phosphorylation. Le glucagon, passe par une autre voie qui est la voie de l'AMP cyclique, mais à la fin, ça a le même rôle. Hein. L'AMPC active les protéines kinases A et d'autres kinases qui entraînent la phosphorylation de cette cible qui est la glycogène phosphorylase. Une fois qu'elle est activée, elle peut faire sa réaction, glycogène donne glucose, et du coup, ça va permettre, puisque là, je suis dans le foie, la future libération de glucose dans le sang, et ça intervient dans l'homéostasie glucidique. Juste pour rappel, mais je ne refais pas ça ici parce que je n'ai pas le temps, ce qu'on avait vu donc sur la chaîne de transduction de l'adrénaline et du glucagon. On voyait bien notre glycogène phosphorylase
que l'on avait faite ici, qui est du coup activée par phosphorylation. Alors, dans cette histoire de modification covalente, on a fait l'essentiel, phosphorylation, déphosphorylation. Il faut savoir qu'il existe une autre possibilité de modification covalente qui active les enzymes, mais cette fois c'est irréversible, c'est ce qu'on appelle le clivage protéolytique. Alors la trypsine, qui est notre enzyme qu'on connaît bien, elle est concernée par ça. En fait, la trypsine, elle est donc dans les cellules acineuses du pancréas, elle est donc dans les vésicules de sécrétion, et quand le chyme alimentaire arrive, elle est sécrétée. Cette trypsine, elle est dans les vésicules de sécrétion et une fois qu'elle est sécrétée, inactive. En fait, ça s'appelle trypsinogène pour montrer que c'est de la trypsine inactive. Effectivement, il y a un petit truc ici, des acides aminés qui vont bloquer le site actif. Du coup, la trypsine, elle ne marche pas. Et en fait, ça, c'est activé par une enzyme sécrétée par la paroi de l'intestin qui s'appelle l'entérokinase, peu importe. Cette entérokinase, elle vient couper cet endroit et du coup, le site actif est libéré. Là, il y a ce qu'on appelle un clivage, donc une coupure de l'enzyme, de la structure protéique, donc clivage protéolytique, qui active cette enzyme. C'est irréversible, on ne peut pas ensuite l'inactiver. Alors ça, c'est très intéressant d'un point de vue importance biologique, parce que cette trypsine, effectivement, si elle était active ici ou dans la cellule, elle pourrait grignoter toutes les protéines de la cellule, et là, toutes les protéines des membranes, ce qui serait vraiment nocif. Elle est activée que ici. Là, je vous rappelle que c'est protégé par le mucus et par le sel côte, et du coup, ça ne vient pas dégrader les protéines des cellules de l'intestin, quoi. Ça dégrade que les protéines que l'on mange et qui arrivent en provenance de l'estomac. Enfin, passons, donc on est toujours dans l'activité par modification, contrôle de l'activité par modification de la structure tridimensionnelle. Passons à un dernier cas, c'est que l'activité des enzymes peut être contrôlée par des interactions faibles avec des effecteurs qu'on va appeler des effecteurs allostériques. Alors qu'est-ce qu'un effecteur allostérique? C'est une substance qui va pouvoir se lier à l'enzyme par liaison faible. Et cette substance, elle va provoquer un changement de conformation qui va être à l'origine d'une modification de l'activité du ou des sites actifs de l'enzyme. Alors ça, la définition de allostérie ici est prise au sens large. Ça concerne en fait toutes les enzymes, pas uniquement les allostériques. Alors nous, on avait vu un bon exemple du contrôle de la glycogène phosphorylase kinase par le CA2+, qui est donc un effecteur allostérique. Alors on peut regarder, quand on a des courbes cinétiques, l'effet de ces effecteurs allostériques. Alors, ces effecteurs, ils peuvent inhiber, ce peut être des inhibiteurs. Ça va se voir d'un point de vue cinétique, parce que lorsqu'il y a un inhibiteur, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que l'inhibiteur, il fait que l'enzyme, elle reconnaît moins bien son substrat, donc le Km va augmenter. Imaginons que l'inhibiteur, il fait que l'enzyme, une fois qu'elle a reconnu son substrat, elle fait moins bien la catalyse, donc le K4, donc le Vmax va diminuer. Dans l'exemple que je viens de prendre, avec l'inhibiteur, ma courbe sera décalée vers le bas comme ceci. Et quand je le représente en double inverse avec la droite, elle sera décalée. Le Vmax diminue, donc 1 sur Vmax augmente. Le Km augmente, donc 1 sur Km diminue en valeur absolue. Donc voilà ce que l'on a. Ça, dans cet exemple, c'est un cas où l'effecteur est un inhibiteur d'une enzyme michaélienne et affecte à la fois la reconnaissance, affecte le Km, et à la fois l'activité catalytique, puisque affecte le Vmax. Quand je prends une enzyme allostérique, je peux faire exactement le même raisonnement. Là, je vais prendre la glycogène phosphorylase que l'on vient de voir. Alors, je ne vais pas prendre celle du foie, qui est plutôt contrôlée par phosphorylation, déphosphorylation, mais celle du muscle. Elle est plutôt contrôlée par des effecteurs qui vont se lier d'une façon faible, à savoir l'ATP et l'AMP. Alors, qu'est-ce que j'observe quand je mets aucun effecteur? Voici la courbe qui est en noir. Et quand je vais faire un exemple, quand je mets de l'ATP, je me rends compte que pour une même quantité de substrat, la vitesse est plus faible que si j'en avais pas mis. C'est donc un inhibiteur. Donc l'ATP peut se fixer sur l'enzyme et va inhiber cette enzyme. C'est un effecteur, inhibiteur. Et quand je mets de l'AMP, je fais le raisonnement, mais je vois que là, ça va augmenter la vitesse. Donc l'AMP, c'est un activateur de cette enzyme-là. Alors justement, pour les enzymes allostériques, il y a donc des effecteurs qui peuvent influencer la fixation d'eux-mêmes. On parlera d'effecteurs homotropes. Le substrat est un effecteur homotrope, puisqu'il y a l'effet coopératif. Et il y a des effecteurs hétérotropes, par exemple l'ATP, donc lui, il inhibe la fixation du substrat. Et l'AMP, il active la fixation du substrat. On parle donc hétérotrope ici. Sur ce petit schéma qui représente la glycogène phosphorylase de tout à l'heure, et on voit le site de fixation donc des effecteurs AMP et ATP. Et donc quand l'AMP va se fixer, l'enzyme va changer de forme, ça va libérer le site actif, elle va être active. Et quand c'est l'ATP qui se fixe à cet endroit-là, là c'est l'inverse, il y a des changements de liaison et l'enzyme devient inactive. Là c'est le cas pour l'enzyme du muscle. L'enzyme du muscle, elle fonctionne un petit peu pour le muscle en fait. Donc s'il y a beaucoup d'ATP dans la cellule, l'enzyme va être inhibée
En gros, bah, il n'y a pas besoin de faire de l'ATP, donc il n'y a pas besoin de couper du glycogène pour faire du glucose. Et par contre, quand il y a un déficit d'ATP dans la cellule, là, il y a nécessité que l'enzyme soit active, effectivement, parce qu'il faut de l'énergie pour que le muscle puisse fonctionner. Et effectivement, quand il n'y a pas d'ATP, il y a de l'ADP et de l'AMP, et l'enzyme, elle est activée dans ce sens. Donc il y a un intérêt biologique qui est autre que le foie qui gère la glycémie, en fait. De ce qu'on a vu ici sur le C1, ce C1 il est important, c'est le plus important du grand 2. Donc le contrôle des enzymes se fait en modifiant leur structure 3D, ça se répercute sur leur site actif, et ça peut donc se faire par modification pH-température, par des modifications covalentes, notamment déphosphorylation, et ça peut se faire par des interactions faibles avec des effecteurs. Les enzymes allostériques, ce sont celles qui sont le mieux contrôlées d'une façon la plus fine possible, du fait de nombreux effecteurs qui peuvent se lier sur la même enzyme. Passons enfin au C2. Donc l'activité des enzymes peut aussi être inhibée par liaison à des inhibiteurs compétitifs. Donc là, l'idée, c'est carrément autre chose. On ne va pas modifier la structure 3D de l'enzyme, non. L'idée, c'est juste de boucher le site de reconnaissance par un compétiteur. Ça porte bien son nom, un inhibiteur compétitif. Et du coup, l'enzyme, elle va être inactivée. Dans le cas d'une enzyme michaélienne, ce que nous on fait en chimie et ce que l'on fait en TP, ça on le voit d'un point de vue cinétique. Je vais prendre un exemple, je vais prendre l'exokinase. C'est une enzyme qui est capable de reconnaître le glucose et de faire la réaction, à savoir glucose plus phosphate donne glucose 6-phosphate. Il se trouve que le produit, le glucose 6-phosphate, qui ressemble beaucoup au glucose, peut aussi se fixer sur le site de reconnaissance de l'enzyme. Ça signifie que lui, c'est un inhibiteur compétitif. Il peut prendre la place du substrat. Et ça, eh ben, on le voit d'un point de vue cinétique. Comment on fait pour le voir? C'est ce qui est marqué ici. La reconnaissance en présence de l'inhibiteur se fait moins bien. Donc le KM augmente. Donc en présence d'inhibiteur, effectivement, on le voit, le nouveau KM ici, il augmente. 1 sur KM diminue si vous voulez. Ou on le voit ici. Par contre, c'est intéressant, Vmax est inchangé. Ça veut dire que ça n'influence pas le K4, ça n'influence pas donc l'activité catalytique de l'enzyme. D'ailleurs, c'est assez logique. Quand on se place à beaucoup de substrats, donc quand x tend vers l'infini, on voit que les deux courbes se rejoignent vers Vmax. Pourquoi? Parce que si vous avez par exemple 10 000 substrats pour deux inhibiteurs, bah bien sûr que les 10 enzymes de la solution, elles vont reconnaître que le substrat. Lui, il n'en aura pas assez en fait. Et donc, quand lui, il est en excès, pour l'enzyme, ça ne change rien, sa vitesse ne change pas. Donc, on comprend biologiquement pourquoi le Vmax est inchangé. Vmax, c'est quand substrat est très très grand, ici par rapport à l'inhibiteur. En bilan de ce grand 2, nous pouvons donc dire que la cellule coordonne ses activités enzymatiques, principalement en activant ou en inhibant les gènes qui codent les enzymes, c'était le grand A, en contrôlant la localisation de ces enzymes, c'était le grand B, ou en contrôlant l'activité des enzymes qui sont déjà là, c'était le grand C. Sachant que ce type de contrôle chez les eucaryotes est beaucoup plus rapide que les deux premiers. En conclusion de l'ensemble de ce cours, on peut donc dire que l'équipement enzymatique des compartiments et des cellules, c'est ce qui est responsable de leur spécialisation. On le voit très bien ici, l'équipement enzymatique permet une certaine fonction. Et ça rejoint tout à fait le cours G3 sur le protéome et sur la différenciation cellulaire. La connaissance du mode d'action des enzymes permet des utilisations en pharmacologie, avec par exemple la recherche d'inhibiteurs enzymatiques, exemple l'AZT, inhibiteur de la réversance riptase de HIV. On peut faire le schéma bilan de ce qu'on a vu dans ce cours. Alors commençons par ce qui est au milieu. L'enzyme est donc capable de reconnaître son substrat pour former un complexe enzyme-substrat et ensuite de faire la catalyse pour donner l'enzyme régénérée plus le produit. Alors ça, c'est le cas particulier d'une enzyme michaélienne dont la cinétique, comme ça, signe, c'est synonyme, ce mécanisme qui est représenté ici. La reconnaissance est basée sur une complémentarité de forme et de liaison entre l'enzyme et le substrat. La catalyse enzymatique, elle s'explique parce qu'elle abaisse l'énergie d'activation, comme on le voit sur le graphique ici, selon des mécanismes qu'on a pu aborder. Nous avons vu qu'il existe des enzymes qui n'ont pas cette cinétique-là, qui ont un modèle différent, ce sont les enzymes allostériques. Elles ont au sens strict plusieurs sous-unités, elles sont à structure quaternaire, elles ont un effet coopératif et une cinétique en S. On a vu enfin que ces enzymes pouvaient être contrôlées.
Le contrôle pouvait se faire au niveau de l'expression génétique, au niveau de la localisation cellulaire, et surtout, c'était l'objectif de ce cours, sur les enzymes qui sont déjà là. Le contrôle de l'activité enzymatique se faisant essentiellement par modification de la structure 3D, notamment par phosphorylation, déphosphorylation, ou par des effecteurs, SA+, AMP, etc., tout ce qu'on a pu voir. Et il y a aussi le cas particulier de l'inhibition compétitive, qui a une signature cinétique bien typique, avec un Km qui augmente et un Vmax qui reste constant.